L'affaire Patrick Lagacé qui a fait grand bruit, qui continue d'en faire. Il y a un groupe de 14 juristes qui invitent le ministre ou la ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique à convoquer une enquête publique sur l'écoute et l'espionnage des médias et des journalistes. Un des co-signataires de cette demande, Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro et docteur en droit, est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une enquête publique là-dedans? En fait, c'est pas une enquête sur ce qui s'est passé dans le cas de Lagacé. On ne veut pas se ramasser avec une autre commission Bastarache, une autre commission Charbonneau qui coûte excessivement cher, c'est un paquet de troubles, c'est long. Est-ce que c'est productif? C'est pas clair. Une commission d'enquête pourrait être tenue de manière très, très restreinte, si je peux dire, sur le concept d'autorisation des perquisitions, dans ce cas-ci, des mandats qui sont permis par des juges de paix. On sait que ces juges de paix-là reçoivent des requêtes qui sont souvent excessivement longues par rapport de la part des policiers, par exemple, doivent rendre une décision rapidement, dans la journée même, pour pas dire dans le même avant-midi, doivent lire ça, comprendre ça, poser quelques questions, et l'urgence de la situation les oblige à agir de manière ultra rapide. Donc, est-ce que ça, c'est un problème? Possiblement. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus par une commission? Et j'insiste, c'est pas un truc très lourd, c'est pas quelque chose qui prendrait 5 ou 6 ans, mais une enquête sérieuse sur comment fonctionne, dans les faits, cet octroi de mandat-là. Bon, vous l'avez dit, c'est pas des juges, c'est M. Pichette, je pense qu'il a dit qu'ils envoient tellement souvent, ils envoient régulièrement, que ce sont des experts, ils sont mis à jour, ils peuvent décrypter ça, eux, rapidement. Ouais, mais oui. Dans l'optique où ce sont des juges, il y a un mais qui s'en vient dans votre réponse. Oui, absolument un mais, puis je vais le dire tout de suite. Le mais, c'est qu'au nombre au volume qu'ils ont, dans un premier temps. L'urgence de la situation. Et il ne faut pas oublier que ces auditions-là sont tenues ex parte, c'est-à-dire sans l'autre partie. Dans ce cas-ci, par définition, Lagacé n'y était pas. Et pourquoi il n'y était pas, c'est facile à comprendre. Parce qu'il y avait été, évidemment, il se serait arrangé en conséquence. Donc, de ce fait-là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on le fait sans l'autre partie. Et on s'entend que les policiers, dans ce cas-ci, peuvent en beurrer un peu épais là, dans leur requête, parce qu'il n'y a personne pour dire, voyons non, ça, c'est pas vrai, ça tient pas la route. Donc, vous n'avez pas de contrepoids, vous n'avez pas d'opposition. Non, voilà, sur exactement. Donc, pour le juge, qui doit pratiquement pas prendre tout ce qui est écrit pour avérer, mais on s'entend qu'entre les deux, il y a toujours une partie qui va tirer un peu plus fort que l'autre, puis cette partie-là, c'est nécessairement celle qui est présente, l'autre n'y est pas. Ce qui m'a surpris un peu, c'est quand même d'entendre le chef du service de police de la Ville de Montréal se dire préoccupé, comme si, je veux dire, j'ai pas trop saisi pourquoi. Parce que dans le fond, si on va de l'avant avec une demande comme celle-là, ça doit être parce qu'on a des bonnes raisons. Et l'on dit, je suis préoccupé. Ouais. Faut pas ça préoccupant? Oui, moi, je trouve ça très préoccupant. Et que lui soit préoccupé me préoccupe encore plus. Oui, c'est ça. Dans l'optique où ça témoigne peut-être justement du caractère incongru de l'histoire. Et là, dépersonnalisons l'affaire. Lagacé est un journaliste, un chroniqueur ultra populaire, connu, bien apprécié. Mais il y a eu d'autres cas semblables au Québec récemment. Michaël Nguyen, journaliste au Journal de Montréal, son ordinateur qui est saisi. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Éric Yvan Lemay, journaliste sur le Journal de Montréal aussi, qui est perquisitionné à son domicile. Un instant, là, on vit dans un état de droit, pas dans un état policier. Et le jour où... Et tous ces mandats-là ont été obtenus par voie judiciaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une tendance lourde qui est en train de se créer? Est-ce qu'on n'est pas sur une pente descendante, en un sens, où l'État de droit va être la victime? On vit dans un État où, je pense, la liberté de presse est consacrée comme valeur fondamentale. Là. Mais ça, comment se fait, justement? Il y a tous ces juges-là, cette magistrature-là, quelqu'un l'a nommé, quelqu'un l'a placé. Est-ce que c'est un appareil politique et puis c'est la saveur? Moi, j'irai pas jusque-là. Non, franchement, je ne veux pas exagérer. Et je n'ai pas lu les décisions dans le détail non plus. Il y en a qui n'ont pas encore été rendues, qui n'ont pas été rendues publiques, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la compétence des juges, que je ne remets pas en doute, c'est pas le point, il se passe peut-être qu'on est en train de se créer une culture judiciaire les flics doivent faire leur travail, donc on doit les aider, on doit faciliter justement J'ai l'impression que parce qu'on a pris l'habitude avec les terroristes de les écouter, de les surveiller, tous les méchants qui arrivaient, tout à coup on se dit, on a comme un petit glissement, pas très difficile, c'est Lagacé, puis on y veut rien à lui. Exact. Mais ça, c'est, à mon sens, méconnaître l'importance, le caractère fondamental de la liberté de presse dans une société. Le jour où vous n'avez plus de liberté de presse, vous n'avez plus de société démocratique. À mon sens, c'est clair. Regardez n'importe quel régime dictatorial à travers le monde et à travers l'histoire. Le jour où la liberté de presse a été muselée, c'en était fini du régime démocratique. Pourquoi? Bien, c'est assez évident, c'est le contrepoids par excellence. Regardez à Québec les partis d'opposition. Est-ce qu'ils font un bon travail, selon vous, pour tenir le gouvernement en état? À Ottawa, même chose? Je suis pas si sûr. Est-ce que le vrai contre-pouvoir n'est pas le pouvoir médiatique? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Donc, si vous muselez ce pouvoir-là, vous allez avoir un drôle de problème par la suite. Donc, on fait quoi à partir de maintenant?
Premièrement, on s'inquiète. Okay? C'est ce qu'on fait depuis maintenant 24 heures. Pour moi, bien franchement, c'est la meilleure des nouvelles, qui est justement une espèce d'éveil collectif. Là, je ne veux pas être trop exagérer, parce que c'est souvent les médias qui en parlent, mais par définition, un peu tout le monde. Oui, par le monde judiciaire. Exactement, par le monde judiciaire, puis la population en général. Le politique. Oui, exactement. Donc ça, je pense que c'est la première étape. C'est une excellente chose. Il faut continuer d'en parler. Et qu'on se comprenne bien, la liberté de presse n'est pas absolue non plus. Il peut y avoir des limites. C'est un jeu d'équilibre. Mais là, est-ce qu'on respecte ce jeu d'équilibre-là ou le balancier n'est pas tombé directement d'un autre côté? Donc, de discuter de ça et de voir comment on peut régler ces choses-là, je pense que c'est nécessairement les étapes à suivre. Est-ce que, bon, écoutez, on pourrait en parler pendant des heures et on va en parler encore toute la journée pendant des heures. Merci beaucoup d'être venu voir. Matière à discussion et puis on attend justement... Oui, peut-être une enquête publique. Absolument, oui, on verra. Éventuellement, on saura ce qu'il y a dans ces mandats-là. Quel est l'argumentaire qui a été déposé? Et ça, j'ai hâte de voir. Parce qu'on ne l'a pas vu personne, naturellement. Alors, on va entretenir le bénéfice du doute. Hein? Voilà. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Un autre concept fondamental. Voilà, merci beaucoup. Rien d'absolu. Merci d'être venu voir ce matin. Bienvenue.